Bonjour, je suis Pascal Taton, le directeur général de l'agence Scalen, et vous êtes bien connecté au webinaire qui va traiter ce soir la question du travail à distance. Scalen, je le rappelle, est l'agence de développement des territoires Nancy-Sud-Lorraine, et nous avons vocation évidemment à accompagner les entreprises et les territoires dans le cadre de la relance. À cette fin, vous pouvez avoir auprès de Scalen soit des informations, il vous suffit d'aller sur le site internet de l'agence et vous trouverez toutes les informations sur les plans de relance, que ce soit au niveau national, au niveau régional ou de certaines collectivités qui apportent leur soutien. Vous pouvez également nous solliciter si vous le souhaitez. Et nous avons décidé d'engager un programme d'ateliers thématiques qui sont là pour justement aider les entreprises et qui vont tous démarrer par un webinaire. Donc nous traiterons évidemment du travail à distance, mais également de la supply chain, c'est-à-dire de la relocalisation et de la manière de repenser son sourcing stratégique, des stratégies budgétaires qu'il faut avoir dans une situation très particulière, de la digitalisation dans l'entreprise pour gagner en productivité, et puis enfin de l'export. Nous le faisons évidemment avec d'autres partenaires. Je ne vais pas détailler ce soir, mais chacun de ces ateliers vise à initier des démarches collectives. Alors des démarches collectives, évidemment, l'idée n'est pas que toutes les entreprises fassent la même chose, mais que tout dirigeant qui souhaite travailler sur cette thématique puisse bénéficier de l'avis d'experts, de l'appui de consultants éventuellement, puisque parfois la région en met à disposition, et puisse aussi le faire dans le cadre de groupes de travail qui lui permet d'échanger avec d'autres dirigeants et de mieux apprécier sa situation personnelle. Donc voilà pourquoi nous allons initier des démarches collectives. Pour ça, le webinaire a vocation à approfondir un petit peu déjà le sujet, pour que chacun de vous sache s'il souhaite s'engager dans cette démarche. Et évidemment, vous nous le ferez savoir pour que nous puissions vous associer à ces ateliers. Alors en ce qui concerne le webinaire de ce soir sur le travail à distance, nous avons bénéficié du partenariat et de l'appui d'un certain nombre de personnes et je vais rapidement les citer. Comment va se passer le webinaire? C'est que il sera en deux parties. Une première partie, je vais donner la parole aux participants, aux intervenants, pardon, et dans la deuxième partie, vous le savez, vous avez la possibilité en ce qui vous concerne d'intervenir et de poser des questions ou de faire des remarques. Nous sommes évidemment à l'écoute et à ce moment-là, cela nous permettra de recueillir vos commentaires, vos questions, et je réinterpellerai les intervenants au regard de vos remarques. Parfois, quand nous avons les questions, quand il y a des questions assez simples, vous verrez que des modérateurs qui sont auprès de nous répondront directement à vos questions. Alors ce soir, je vais pouvoir bénéficier de l'appui de Benoît Palisson, le délégué général du MEDEF de Meurthe-et-Moselle, de Madame Julie Brusque-Charpentier, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine et qui travaille notamment sur toutes les questions d'organisation et de communication au sein des entreprises, de Denis Eft, qui est le président du groupe ADH, qui est un groupe qui travaille justement sur les questions organisationnelles et les questions de ressources humaines au sein des entreprises, de Laurent Anglade, qui est le directeur de IES, une entreprise qui est basée à Maxéville, mais qui intervient dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté, et notamment pour l'accompagnement social au sein des entreprises, et Pascal Gauthier, qui est le directeur régional de Voies navigables de France, et qui sera tout à l'heure, qui pourra nous parler tout à l'heure justement de ces questions de travail à distance pour une entreprise qui travaille, enfin pour un organisme qui travaille à l'échelle régionale avec plusieurs implantations. Voilà les personnes que je vais solliciter. Peut-être en introduction et avant de passer la parole à Benoît Palisson, rappelez, vous avez dû le remarquer, que nous avons dénommé ce thème atelier thématique travail à distance et non pas télétravail. Alors pourquoi? Parce que home office, télétravail, travail à distance, il y a pas mal de termes. Au fond, le travail à distance, c'est vieux comme les communications. Dès qu'on a eu le téléphone, dès qu'on a eu la poste, on peut travailler à distance. Mais depuis de nombreuses années, il y a quand même une évolution régulière qui est d'une part au fait que les entreprises ont un rayonnement de plus en plus important, soit par leur marché, soit par leurs implantations, leur propre organisation, qui les amène à avoir des collaborateurs sur un territoire très vaste ou d'avoir des interlocuteurs sur un territoire très vaste, et donc qui pose cette question du travail à distance. Évidemment, l'augmentation régulière de la mobilité des personnes
la relation entre le le domicile, le lieu de résidence et le lieu de travail, le fait d'être obligé d'aller travailler avec des clients qui sont très éloignés, le fait d'avoir à couvrir un territoire très large pour certains collaborateurs. Donc évidemment, on pose cette question du travail à distance. L'amélioration des communications, qui au fond ne permettaient autrefois qu'un dialogue, puis qui après ont permis de partager des contenus, partager des informations, et qui aujourd'hui nous permettent d'aller vers le collaboratif, c'est-à-dire de travailler en direct, ensemble, même si nous ne sommes pas en présentiel. Et puis enfin, il y a un paramètre dont il faut tenir compte, c'est que vous le savez, les déplacements sont une des fonctions qui a le plus d'effet sur le réchauffement climatique, et donc tous nos déplacements ont un impact considérable sur les territoires, un impact en termes écologiques, et puis un impact dans l'aménagement. Avec la crise sanitaire, il y a eu une accélération très forte de l'usage de tous les outils qui permettent le travail à distance. Mais c'est une accélération qui s'est faite par obligation. Donc l'atelier de ce soir, c'est pas comment répondre à cette obligation, que nous pensions d'ailleurs être éphémère. Malheureusement, on voit bien que la crise sanitaire nous oblige à préserver encore des mesures de sécurité, et le gouvernement a encore rappelé qu'il était souhaitable de faire appel au télétravail. Mais ce soir, on veut en parler non pas comme d'une obligation, mais plutôt comme un choix. Donc ne pas subir une obligation, mais plutôt choisir une évolution d'entreprise qui peut être au bénéfice de l'entreprise et qui peut être à la croisée de la performance de l'entreprise, du bien-être du collaborateur, et puis d'un bon aménagement du territoire, qui nous permettent là aussi de nous améliorer, de poursuivre l'aménagement des territoires en faveur de la transition écologique. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je rappelle pour ceux qui se sont connectés un petit peu plus tard que vous êtes bien connectés à l'atelier Travail à distance organisé par Scalen dans le cadre de la relance, que nous venons à peine de commencer. Je suis Pascal Taton, directeur général de Scalen, et je viens juste de faire une introduction. Vous aurez la possibilité, je vais maintenant passer la parole à des intervenants qui vont nous permettre d'approfondir un petit peu le sujet de ce soir, mais que vous avez la possibilité, dans la rubrique des questions, de poser vos questions, de réagir, et cela vous permettra de faire vos remarques et que nous les prenions en compte dans le cours du débat. Voilà, je vous propose maintenant de laisser la parole à Benoît Palisson, le délégué général du MEDEF 54, qui est partenaire de cette initiative, et qui, de son point de vue, va nous dire en quoi, pour les entreprises, bien au-delà des obligations de la crise, c'est un enjeu aujourd'hui de travailler sur ces questions-là. Voilà, je passe la parole à Benoît Palisson. Merci Pascal, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais essayer de faire assez court parce que je pense qu'on a des intervenants et des témoignages extrêmement intéressants avec des choses très concrètes. Et c'est souvent ce qu'on attend quand on se connecte sur un webinaire. Juste pour compléter peut-être l'introduction de Pascal Taton, je vais reprendre ces derniers mots parce qu'ils me paraissent assez éclairants. Qui expliquera pourquoi le MEDEF s'intéresse évidemment de près à cette question de travail à distance. Pascal disait, pas subir une obligation, je l'ai noté, alors je vais reprendre mes notes, mais le chef d'entreprise ne doit pas subir une obligation, mais le faire en faisant un choix. Et je compléterai juste en faisant un choix éclairé, le bon choix. Parce que on a tous connu là, et les chefs d'entreprise ont connu une grosse expérimentation subie pendant le confinement, qui était celui du travail à distance. Alors bien sûr en mode dégradé avec des disparités en fonction des entreprises et des postes de travail, mais pour autant ça a eu au moins quelque chose d'un peu positif, qui était de dire, de constater en tout cas que le télétravail ou le travail à distance était faisable dans de nombreux cas. Je vais prendre qu'un chiffre pour l'expliquer, pour l'illustrer. Avant la période de confinement, on était globalement à 3% de salariés en télétravail. On est passé à l'issue pendant le confinement à un salarié sur 4. Donc vous voyez la proportion, l'effet de masse qu'on a connu. Donc l'idée, c'est qu'on s'aperçoit que ça a été faisable plus ou moins dans de bonnes conditions, des fois même dans des conditions très dégradées, mais en tout cas, on pouvait travailler et maintenir un certain niveau d'activité en travail à distance. Alors, preuve que c'est possible, oui, mais le MEDEF s'intéresse à la question parce que on ne voudrait pas que les choix soient faits
soit en se sentant obligé de mettre en place du télétravail, soit simplement en voulant rapidement changer son organisation sans prendre le temps de la réflexion. C'est la raison pour laquelle on a tardé au niveau du MEDEF national de rentrer dans les négociations avec les autres syndicats. Alors c'est fait hein, depuis le 22 mars, depuis le 22 pardon, depuis le 22 septembre, mais on a demandé avant tout à faire un diagnostic national sur comment s'est passé, quel retour d'expérience on peut avoir de cette période de confinement et de travail à distance. Et je pense le MEDEF pense, même le MEDEF 54, qu'il est important que ce retour d'expérience soit fait dans chaque entreprise. Ça nous paraît important pour éviter des décisions soit trop subies ou trop hâtives. Je vais prendre un exemple qui me revient très vite en mémoire dès que je parle de télétravail et de faire attention. J'ai un adhérent qui m'a appelé très peu de temps après le déconfinement en me disant « c'est formidable ». Mes salariés, j'en étais pas forcément convaincu complètement, en tout cas pour certains d'entre eux, se sont totalement mobilisés avec une charge de travail importante. Tout s'est plutôt bien passé. J'envisage de supprimer la moitié de mes locaux. Alors peut-être que c'est effectivement une bonne décision, mais il n'y a aucun travail de réflexion qui a été mené en interne pour s'assurer des conséquences éventuelles de ce type de décision. Alors effectivement, il peut y avoir des gains de productivité. Hein, à partir du moment où on réduit ses charges fixes, forcément, ça peut être intéressant. Mais ça va avoir forcément des conséquences qu'il faut mesurer sur l'organisation interne du travail, sur le bien-être de ses salariés. Beaucoup de questions peuvent se poser. Pour illustrer ça, d'ailleurs, j'ai un autre adhérent qui me disait, il faisait le constat suivant, un peu étonné, voire atterré, en disant, voilà, j'ai fait moi un rapide retour d'expérience auprès de mes salariés qui étaient en télétravail, parce que j'étais très sensible pendant le confinement à ce qu'ils ne soient pas isolés. Donc, on avait des visios 2 fois par semaine, on était des contacts par mail, des fois même par téléphone entre-temps. Et quand il a sondé ses salariés, certains lui ont dit qu'il avait très mal vécu le télétravail et le travail à distance en confinement parce qu'ils se sentaient isolés et qu'ils avaient quasiment eu aucun contact avec leur chef d'entreprise. Donc très surprenant, mais ça prouve bien que le ressenti n'est pas le même pour tout le monde. Donc mettre tout le monde en télétravail ou une majorité de salariés dès que c'est faisable peut avoir des conséquences assez importantes. Voilà, donc ça, nous, si on a un message qu'on va essayer d'asséner dans les mois à venir, parce qu'on sait que ça va se développer et que ça s'est déjà bien développé, c'est de prendre le temps de la réflexion. Sur 2 niveaux, le temps de la réflexion. D'abord, le chef d'entreprise lui-même sur qu'est-ce que j'en retire, qu'est-ce que je peux gagner à mettre les gens en télétravail, quels soucis organisationnels ça va poser. Et le deuxième niveau, c'est le deuxième temps, c'est en discuter en interne avec ses salariés. Ça veut dire retour d'expérience d'eux-mêmes, qu'est-ce qui est envisageable, qu'est-ce qui serait pertinent ou ne pas pertinent de faire. Et c'est là où on peut aussi rentrer, entre guillemets, dans une démarche presque de négociation après sur un accord, télétravail ou pas, et dans quelles conditions. Donc, c'est un message de prudence. Ça veut dire qu'il faut s'en saisir. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Bien sûr que non, surtout pas. Mais faisons un pas de côté et décidons de regarder ensemble, alors d'abord le chef d'entreprise, peut-être son équipe de direction, et après avec les salariés pour ne pas partir bille en tête sur des décisions un peu trop hâtives. On l'a subi, on n'a pas eu le choix, donc ça c'est une chose, mais ne refaisons pas forcément la même erreur. Même si on est convaincu qu'il y a des gains pour une entreprise à utiliser ce nouveau mode de fonctionnement. Alors, juste 2 choses pour dire dans quoi le MEDEF est engagé aujourd'hui. Donc, le MEDEF fait partie de l'Observatoire du dialogue social du département 54. Je mettrai un lien qui présente rapidement une plaquette qui présente c'est quoi l'Observatoire du dialogue social. Je vais le mettre sur le chat après mon intervention. Mais rapidement, ce sont les partenaires sociaux, donc syndicats de salariés et syndicats professionnels, qui ont été. Cette instance a été mise en place avec ces structures pour observer la mise en place des CSE. Donc ça commence à dater un petit peu maintenant. Le MEDEF 54 a fait la proposition à cet observatoire de faire la même mission, mais pour la mise en place des accords télétravail. L'idée, c'est de voir comment ça se passe, de prendre un peu de hauteur à l'échelle du département et également de proposer des médiations ou de l'information auprès des entreprises qui souhaitent
s'engager et qui ont quelques questions, quelques interrogations, ou peut-être même quelques blocages. Donc ça, c'est la première intervention. La deuxième chose, parce qu'on est au contact évidemment au quotidien avec les entreprises et nos adhérents, et certains d'entre eux, suite notamment à 2 webinaires qu'on avait fait sur la question, mais là c'était vraiment dans un autre contexte, c'était lié au confinement, mais ils ont souhaité poursuivre la réflexion ensemble. Donc là, c'est des chefs d'entreprise qui se sont regroupés pour pousser un peu la réflexion sur les sujets que je viens d'évoquer. C'est comment faire attention, quelle prise de recul, quelles conséquences sociales dans mon entreprise, quel risque de désorganisation, etc. etc. Donc ce groupe s'est réuni déjà à 3 reprises. Ils ont décidé de le constituer en groupe de réflexion pérenne. Ils ont pris le nom de l'ABRH. Et je vous mettrai aussi le manifeste qu'ils ont souhaité rédiger autour des grandes démarches et valeurs qu'ils prônent. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, si les entreprises souhaitent être associées, ça sera bien volontiers. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin et je vais laisser la place, bien sûr, aux autres intervenants pour les exemples qui seront peut-être plus parlants que ceux que j'ai donnés. Voilà, merci de votre écoute. Alors, je reprends la parole. Merci beaucoup, Benoît. Et puis alors, pour tous les apports et les documents que tu vas faire partager, je vous propose maintenant d'écouter le point de vue de Denis Eftre. Il est président d'ADH, il travaille auprès de très nombreuses entreprises. La question du travail à distance, il la connaît depuis longtemps, mais c'est vrai que là, nous sommes dans une période particulière, à la fois conjoncturelle, mais aussi à penser vers l'avenir. Donc, Denis, je te passe la parole. Merci, bonjour. Effectivement, je pense qu'il est extrêmement important de clarifier un certain nombre d'éléments et d'être sûr de quoi on parle. Parce que autour de cette question, on va entendre la question de home office, on va entendre la question de télétravail, on va entendre la question de travail à distance. Je pense qu'il est extrêmement important de clarifier les choses. Si quelqu'un travaille en home office, c'est quelqu'un qui, bien avant l'histoire du confinement, travaillait depuis son domicile. À titre d'exemple le plus classique, c'est un commercial qui travaille depuis son domicile, prend ses rendez-vous et va donc gérer finalement son bureau depuis son domicile. Et il aura un certain nombre de visites au sein de l'entreprise de manière régulière, au gré des réunions avec ses responsables hiérarchiques. Ensuite, on a la question plus transversale du travail à distance. Évidemment, un collaborateur, et notamment un cadre, peut être amené à prendre son ordinateur sous le bras et de manière extrêmement ponctuelle, comme ça pouvait déjà se faire et se voir, dire ben, cet après-midi, je vais travailler depuis chez moi parce que j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de construire un dossier et d'être au calme. Et puis, troisième élément, c'est la question du télétravail. Et là, on tombe sur des effets directement induits de la période de confinement forcé que nous avons traversée. Il faut rappeler quand même que la période de confinement que nous avons traversée, ce n'était pas du télétravail, c'était travailler depuis son domicile, j'allais presque dire sous contrainte obligatoire. Évidemment, à la sortie de cette période, un certain nombre de collaborateurs ont pris conscience que le travail à domicile pouvait être intéressant pour eux, pour des tas de raisons, notamment pour des salariés qui sont relativement éloignés de leur lieu de travail. Et c'est encore bien plus vrai si vous avez une entreprise en région parisienne. Et donc, inévitablement, il va falloir clarifier la question entre home office et télétravail. Donc, home office, je l'ai dit, c'est quelqu'un qui travaille, qui finalement a son bureau à son domicile. Et télétravail, c'est permettre à un collaborateur, pour chaque semaine, de pouvoir être à son domicile pour réaliser les tâches que l'entreprise lui confie. Se pose inévitablement la question de savoir cette dose de télétravail, jusqu'où va-t-on? Est-ce que on autorise 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ou que carrément l'entreprise envoie un signal extrêmement fort en disant, comme dans la région parisienne, tout le monde dehors, on ne veut pas vous voir dans votre lieu de travail et vous êtes 4 jours sur 5 à l'extérieur. C'est les accords qui commencent à se dessiner dans le groupe PSA où globalement
on irait vers la permanence de 3 à 4 jours par semaine en télétravail à domicile. Donc inévitablement, on voit bien que la question du télétravail va lourdement impacter l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise. Et que la question qui va se poser, c'est de voir comment on va pouvoir maintenir au sein de l'organisation à la fois un lien juridique, on va dire un peu assuré et structuré. Oh, la question est assez simple. Un collaborateur aujourd'hui qui est en télétravail, dans ses heures de travail, se casse une jambe en descendant l'escalier de son domicile. Ben, inévitablement, on va voir que on est aujourd'hui devant une sorte de vide juridique. Les choses sont loin, loin, loin d'être précisées. De la même manière, la question du lien avec l'entreprise va peser sur la motivation et sur la manière dont on va pouvoir faire fonctionner les équipes ensemble. Alors certes, nous en sommes la preuve. Aujourd'hui, des outils permettent de travailler à distance sans souci. Pour autant, il est quand même extrêmement important de poser la question de la dynamique de l'équipe et de la nécessité d'établir des liens, j'allais dire, physiques, réguliers et constants pour que l'organisation de l'entreprise puisse fonctionner, que le dirigeant puisse envoyer un certain nombre de messages et que ce qui est de l'ordre du lien physique n'est pas évidemment de la même intensité quand on est en distanciel, comme par exemple ce soir. Donc inévitablement, la question du télétravail pose un certain nombre de points et vont devoir être calés et structurés à la fois sur le plan managérial, à la fois sur le plan juridique et à la fois sur la question des contraintes des différents métiers qui s'exercent au sein d'une organisation. Donc on voit bien qu'on a à la fois sur ces thématiques-là une question qui va être d'ordre juridique, la question de la sécurité au travail notamment, puisque là pour l'entreprise, on déplace finalement le lieu où le travail va être produit et réalisé. On n'est plus dans l'enceinte de l'entreprise. Et puis dans le même temps, on voit bien que sur le plan managérial, le sujet pose un certain nombre de questions. Et l'expérience qu'on a vécue avec le confinement et la sortie du confinement et parfois dans un certain nombre d'organisations, constat a été fait d'une forme de, j'allais dire, pas de délitement, mais en tout cas de baisse de productivité et d'un lien managérial qui a commencé à être beaucoup plus, j'allais dire, distant et beaucoup moins efficace. Et donc, on est aujourd'hui rentré dans une deuxième étape où l'ensemble des organisations et des entreprises sont en train de se caler pour structurer cet aspect-là et savoir quelle est la juste dose intelligente, efficace, qui va permettre à l'organisation et à l'entreprise de fonctionner. Donc, on voit bien qu'on est quand même dans un nouveau monde et où les liens et comment dirais-je, le rapport d'efficacité, la manière dont un collaborateur qui est à son domicile dans des conditions qui ne sont pas toujours forcément idéales, quelle productivité, quelle efficacité, quelle disponibilité va-t-il avoir? Et puis, évidemment, se pose aussi la question, au-delà du côté de l'aspect juridique et de l'aspect managérial, se pose aussi la question de l'isolement du collaborateur, parce que la question de travailler à son domicile peut être tout à fait pertinent et efficace pour une personne et totalement destroy pour une autre personne en fonction de la manière dont elle est structurée et dont elle est plus ou moins autonome, étant capable de travailler seule chez elle ou pas. Donc on voit bien que là se présente devant nous une transformation extrêmement importante à la fois sur le plan juridique, à la fois sur le plan managérial et à la fois sur le plan sociologique. Parce qu'évidemment, si je n'ai pas comment dirais-je, un environnement à mon domicile qui soit isolé et calme, avec des bambins qui ne viennent pas perturber la conversation, le sujet est quand même sur ces trois dimensions pas facile à résoudre et pas simple pour trouver un véritable équilibre. Pour autant, va se poser, c'est assez intéressant de le voir, que finalement, à travers la négociation qui se déroule aujourd'hui dans une multitude d'entreprises sur la question de savoir si
on donne une journée de télétravail par semaine, si on donne 2 journées de télétravail par semaine, ou comme dans certains grands groupes aujourd'hui, avec la tension qui se reproduit à nouveau sur Paris, la région parisienne, sur le secteur de la défense aujourd'hui, tous les grands groupes ont renvoyé leurs collaborateurs probablement à 100% en télétravail jusque décembre, voire janvier ou février. Donc là aussi, il y a un distinguo à faire entre les entreprises qui sont en province et les entreprises qui sont dans des grandes métropoles du type Lyon, Marseille ou Paris. Voilà ce que j'avais envie de dire en guise d'éclairage. Ça veut dire que globalement, on voit bien que ce qui nous arrive renvoie à chacun la nécessité de pouvoir mesurer au niveau de ses collaborateurs le niveau d'autonomie que chacun peut avoir et la capacité à pouvoir gérer ces deux dimensions qui s'imposent au télétravail, des temps où je suis à mon domicile dans des conditions qui sont ce qu'elles sont, avec les moyens techniques que l'on a, et puis les temps que je vais à nouveau partager au niveau des équipes pour que la dynamique collective existe, parce que on ne me fera pas croire que globalement, on sera capable de faire vivre une dynamique collective uniquement à travers un écran et un micro. Voilà ce que j'avais envie de dire. Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Évidemment, mon regard est à la fois, de par mon métier, et organisationnel et sociologique, et que, globalement, je pense qu'on ne peut pas passer à ce nouveau monde, parce qu'on est rentré carrément dans un monde nouveau et différent, sans se poser ce type de questions. Alors, merci beaucoup, Denis. D'ailleurs, tu as illustré de manière très complète l'appel un petit peu de Benoît tout à l'heure, de Benoît Palisson, le délégué général du MEDEF, qui disait c'est quand même quelque chose qu'il faut faire avec des précautions. Et tu as rappelé qu'il y a le registre juridique, il y a le registre évidemment sociologique et au sein de l'entreprise. Tous ces éléments-là, il y a le mode organisationnel, ça se prépare, ça se pense, et je pense que ça se réfléchit pour chaque entreprise différemment. C'est ça qui est important, qui est très important. Alors, justement, je vais en profiter pour passer la parole là aussi à un dirigeant d'entreprise qui va nous dire, dans le cas présent, donc Laurent Glade, qui est le directeur d'IES qui est à Maxéville. Vous dirigez une entreprise qui est sur 2 régions et en plus vous intervenez dans des tas d'entreprises. Donc le jeu entre le distanciel et le présentiel, et la dernière question qu'a soulevée Denis à l'instant, comment garder une dynamique d'équipe, comment garder le contact avec ses collaborateurs, d'autant que vous avez des collaborateurs et des collaboratrices qui font un métier qui n'est pas toujours facile, je dirais, y compris psychologiquement, puisqu'elles sont justement en appui à des personnes. Comment vous voyez ça aujourd'hui et comment vous-même vous avez avancé au sein de votre entreprise? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Pascal de me laisser la parole. Donc effectivement, on intervient sur le Grand Est et ça nécessite déjà, avant même cette période un petit peu complexe qu'on connaît, d'avoir mis en place des outils numériques et au-delà de ça, une charte télétravail. Alors en effet, pour revenir un petit peu sur ce qu'on a évoqué, la question n'est pas aussi basique que présentiel ou distanciel, d'opposer, je dirais, les deux de manière dogmatique. Et le raisonnement demande une certaine souplesse, une certaine flexibilité, un équilibre, comme l'ont rappelé déjà mes prédécesseurs, mais aussi un rapport de confiance avec ses collaborateurs et avec ses collaboratrices. Alors évidemment, tous les métiers, toutes les fonctions ne sont pas forcément adaptées au télétravail. Par exemple, par ma petite expérience, moi j'ai choisi de ne pas rendre éligible au télétravail une partie de nos métiers, notamment nos agents administratifs, agents d'accueil, parce que pour des raisons techniques, il était compliqué, et puis aussi d'autres fonctions support, hein, mais principalement celle-là, il était compliqué pour des raisons techniques de pouvoir déporter leurs moyens de travail à leur domicile, et puis aussi parce que j'estimais que le cœur de métier, notamment d'un agent d'accueil, ou administratif, c'est évidemment d'être en présentiel, à la dispo, en tant que fonction support, des différents collègues qui, eux, peuvent passer ponctuellement en antenne. Alors, effectivement, ça, c'est des choix qu'il faut assumer parce qu'on peut
on peut par là, évidemment, créer quelques petites incompréhensions. Ça demande beaucoup de pédagogie. Alors pour IES, comme je l'ai dit, on avait déjà une charte télétravail avant le confinement, mais qu'il est maintenant important de faire vivre, de modifier, pardon, en collaboration avec les collaborateurs, les collaboratrices, en CSE. Alors attention à garder bien en tête les nouvelles méthodes de cette contrainte de travail, qui est le travail à distance, notamment pour ceux qui y seraient peu habitués. Il a déjà été évoqué par Denis Effre, par Benoît Palisson, les problématiques en termes de risques psychosociaux que cela pouvait provoquer, en termes d'isolement. Donc c'est quelque chose pour lequel il faut être assez attentif, mais cela demande aussi des nouvelles méthodes de management. Et ça, c'est pas forcément toujours évident pour tout le monde, puisqu'il va déjà falloir, premièrement, faire attention à ne laisser personne sur le carreau, comme on vient déjà de l'évoquer longuement, éviter la rupture de contact, prendre des nouvelles régulièrement des gens, même de manière informelle. Mais il va aussi falloir être attentif à la réalisation du travail attendu. Bah oui, parce que le travail à distance, le télétravail, le home office, c'est quand même du travail et on attend du salarié qu'il réalise le job pour lequel il est rémunéré. Donc pour ça, il va falloir, et pour pouvoir s'assurer de ça, les managers vont devoir trouver une méthode de travail qui va pouvoir leur être propre, poser peut-être des objectifs quotidiens, des points quotidiens pour s'assurer de la continuité de service. Voilà, ça c'est un point qui est réellement important. Le télétravail, ça nécessite quand même de produire un travail. Le dernier point, on parlait du travail à distance et de l'impact que ça pouvait avoir en matière notamment d'immobilier d'entreprise. Alors, on a déjà pu un petit peu évoquer ce point-là préalablement. On a tous lu des exemples d'entreprises qui augmentent leur volume de travail à distance au profit d'une diminution, voire d'une suppression de leurs locaux. Benoît en parlait tout à l'heure. D'ailleurs, on observe, quand on lit différents articles, qu'il y a quand même une diminution globale du prix du marché de l'immobilier d'entreprise. Alors, de manière globale, après, évidemment, suivant les territoires, la diminution peut être plus ou moins nulle, plus ou moins importante, mais c'est quand même un indicateur important de la chose. Dans l'idée de l'employeur, il baisse ses charges, il participe même quelque part à la qualité de vie au travail, à la prévention des risques psychosociaux de ses équipes, dans l'idée de l'employeur qui fait ça, même si évidemment c'est pas aussi facile, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est pas aussi simple que ça, loin de là. Mais voilà, par la diminution des trajets, il imagine moins de fatigue liée à ces trajets pour ses collaborateurs, collaboratrices, une possibilité de concentration accrue, et même, in fine, pourquoi pas, nous avons là un levier de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises. Pourquoi ? Puisqu'à travers ces mesures, l'employeur agit sur 2 des 4 piliers de la RSE, la diminution des émissions et l'augmentation du bien-être de ses collaborateurs. Alors, je le redis encore une fois, ce n'est pas aussi simple que ça, mais c'est quand même un schéma qu'on voit et qu'on entend de plus en plus. Voilà. Alors voilà pour ma petite expérience. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Laurent Glade. Donc, je rappelle pour ceux qui sont connectés que nous sommes sur le webinaire sur le travail à distance et que là, on entendait Laurent Glade, qui est le directeur d'IES, entreprise qui est basée à Maxéville. Donc, je pense que vous avez bien dit les choses. D'ailleurs, vous avez déjà apporté une réponse à une question qui était posée sur les outils de management, donc vous en avez un petit peu, et vous avez évoqué le sujet, mais peut-être dans le débat on y reviendra, et je passerai la parole à d'autres que vous d'ailleurs sur ce point. On va avoir un autre éclairage, c'est un éclairage d'une organisation finalement, Voies navigables de France, donc très ancrée sur le territoire, parce que qui gère des infrastructures, qui doit assurer un service pour des circulations, pour de la mobilité, à l'échelle du Grand Est. Et là, ce sont des organisations qui ont connu des conséquences importantes quand on est passé de la région Lorraine à la région Grand Est. Donc là, je vais laisser Pascal Gauthier, qui en est le directeur régional, nous dire un petit peu de combien de collaborateurs il s'agit et surtout comment VNF évolue, évidemment sous les effets de la crise, mais si je ne me trompe pas, finalement pas seulement sous les effets de la crise et très rapidement finalement.
Oui, merci Pascal de bien vouloir me passer la parole. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Voies navigables de France, un établissement public de l'État. Donc nous faisons passer des bateaux, mais nous faisons aussi passer de l'eau. Nous sommes un gestionnaire important d'eau. En ce moment, il pleut, mais pendant des mois, il n'a pas plu. Et donc, nous stockons aussi l'eau, par exemple, dans les barrages et dans nos canaux. Nous sommes à peu près au niveau national 4100 personnes. Et dans ma direction territoriale, qui s'appelle le Nord-Est, nous sommes à peu près 750 personnes et nous gérons dans la région Nord-Est à peu près 1300 km de canaux et nous sommes répartis sur 9 départements. Donc, ce qui fait qu'avant la crise sanitaire, nous avions déjà le recours au télétravail et surtout à des communications à distance. Dans ma direction, par exemple, j'ai 80 implantations. Donc, j'ai des personnes qui sont à Givet ou à Charleville-Mézières dans les Ardennes et d'autres qui sont à Chaumont en Haute-Marne ou proche de Dijon. Ce qui fait que nous étions déjà assez bien équipés pour pouvoir avoir un travail à distance et pouvoir déjà communiquer entre nous. Donc nous avions avant le confinement quelques personnes, mais de manière relativement limitée, qui avaient demandé à pouvoir faire du télétravail. Grossièrement, c'était plutôt une journée par semaine, voire 2 exceptionnellement. Et nous nous sommes retrouvés lors de la période de confinement à ce que tout le personnel soit obligé de rester chez lui. Et donc, nous avons regardé comment nous pouvions utiliser le travail à distance et le télétravail. Et là, très rapidement, on a eu une difficulté, c'est qu'il y a des personnes qui pouvaient, c'était en clair les personnes qui étaient dans les bureaux, et tout le personnel d'exploitation ou de maintenance, par définition, lui doit être sur le terrain et ne pouvait pas utiliser ce mode de travail. J'insiste là-dessus, c'est que le télétravail ou le travail à distance n'est pas réservé à tout le monde et ça crée, je dirais, un problème dans l'entreprise parce que tout le monde ne peut pas être traité de la même manière et donc nous avons dû gérer ça. Donc, à la fin du confinement, nous avons continué à faire du télétravail, avoir de plus en plus de gens là qui nous ont dit « je voudrais pouvoir en bénéficier » parce qu'on a vu que ça fonctionnait. Et nous avons autorisé 2 jours par semaine maximum, exceptionnellement 3 jours pour des personnes notamment fragiles, puisque notre priorité était de préserver nos agents pour qu'on puisse être sûr d'avoir le personnel nécessaire pour faire fonctionner nos ouvrages. On s'est rendu compte en effet que quand le télétravail n'est plus une exception, mais presque une généralité, nous sommes obligés d'avoir des règles de fonctionnement. C'est-à-dire que le fonctionnement à distance n'est pas possible pour tout le monde, surtout à 100%, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un petit peu plus d'individualisme, qu'il y avait moins de collectifs, et que pour beaucoup de réunions, on avait aussi besoin de présentiel. Donc nous avons fait attention à ce qu'il y ait des règles simples, comment on peut joindre les gens, quand, qu'il y ait des jours où on disait aux gens non, vous ne pourrez pas télétravailler parce que ce sont des jours qui sont réservés pour le collectif. Et il a été important de remettre ce collectif pour que l'entreprise fonctionne correctement. Et on voit que c'est un mode de fonctionnement qui nous permet d'avoir des résultats très corrects, mais qui nécessite d'avoir des modalités de travail très différentes. Un des prédécesseurs, un des intervenants précédents a rappelé que par exemple en termes de management, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose de manager quelqu'un quand son équipe est juste à côté ou dans les bureaux à côté ou quand il faut le faire depuis je dirais, chez soi ou depuis son bureau, mais avec des gens qui ne sont pas dans le bureau à côté. On s'est rendu compte aussi que ça a été une explosion de mails, par exemple. Et donc là aussi, on doit voir comment on peut utiliser d'autres outils collaboratifs comme Teams, par exemple,
pour éviter qu'il y ait cette profusion de messages qui ne servent pas forcément beaucoup, en tout cas qui inondent nos boîtes. Donc c'est une nouvelle ère qui s'ouvre devant nous, mais une ère dont on n'a pas encore complètement les codes, parce que c'est devenu donc une généralité. Chez nous, ça a été encore une fois assez facile de franchir le pas dans la mesure où on était déjà extrêmement bien équipé en ordinateur avec caméra, avec de la fibre pratiquement sur toutes nos implantations principales, ce qui fait qu'on était habitué à utiliser la visio. Nous possédons une conciergerie qui nous permettait de réserver des salles virtuelles à distance, etc. Donc, ça a été assez facile de franchir le pas, mais quand ça demeurait extrêmement ponctuel, ce n'était pas la même chose. Il y a, globalement, le bilan est plutôt positif, parce que ça a généré beaucoup moins de déplacements. Quand j'ai des collaborateurs qui viennent de Charleville-Mézières pour venir au siège à Nancy, aller-retour dans la journée, c'est 6 heures de voiture. Donc ça veut dire beaucoup de fatigue. Pendant ce temps-là, pas de possibilité de travailler naturellement dans la voiture. La voiture autonome n'existe pas encore, en tout cas dans les voitures dont nous disposons. Et nous avons donc vu que c'est moins de risques d'accident, plus de sérénité pour nos collègues, moins de rejet de CO2 et finalement une manière de travailler ensemble qui est différente, mais qui fonctionne. Par exemple, quand nous faisons des téléconférences, des visioconférences, forcément, il faut être plus, je dirais, rigoureux dans la manière de gérer les échanges. Ça n'a pas vraiment été un problème, ça s'est fait très rapidement. Donc le bilan que nous avons pu en tirer, ce qu'on appelle un rétex, un retour d'expérience, a été assez positif, même si il y a certains points sur lesquels nous devons être vigilants, c'est-à-dire encore une fois qu'il n'y ait pas deux catégories de collaborateurs, ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas, et puis de comment nous gardons bien le collectif et qu'on ne soit pas que sur des individus qui travaillent de manière séparée et où la synergie ne fonctionne pas, ou ne fonctionne plus autant. Voilà le témoignage que je pouvais apporter par rapport à cette expérience. Merci beaucoup Pascal. Donc, Pascal Gauthier, qui est le directeur régional de VNF. D'ailleurs, tu as corrigé une petite erreur que j'ai faite, c'est bien Nord-Est, donc c'est bien plus que la région Grand Est. Et c'est un territoire très important, on l'a vu. Donc on voit bien là, c'était intéressant d'avoir cette vision-là, parce qu'on voit bien le profit quand même qui peut être tiré, notamment pour des organisations qui sont sur un territoire très vaste. Mais toi aussi, hein, tu l'as évoqué, on voit bien que ça demande quand même une adaptation en interne des équipes, du fonctionnement. Et tu as parlé de différenciation. On y reviendra. On a eu deux questions plus précises que je voudrais peut-être qu'on traite, puisque là, on a entendu parler les uns et les autres. Je suis désolé, on ne pourra pas entendre Madame Brusque, parce qu'elle a un petit problème de connexion, ce qui est bien dommage. Mais comme quoi, le travail à distance, il y a encore du travail sur les infrastructures et les flux d'informations. Mais en tout cas, on a entendu les points de vue des différents intervenants, je trouve, qui couvrent pas mal de points de vue. Et il y a deux questions qui sont relativement précises. Alors peut-être si je peux passer la parole à Denis Eftre, s'il peut remettre sa caméra, je vais lui passer la parole parce qu'il y a peut-être deux points sur lesquels tu peux intervenir. Les outils managériaux. Laurent Glad a parlé un petit peu, et puis Pascal vient d'en parler un petit peu aussi, de l'impact sur le management. Alors je ne sais pas, moi j'entends parler de management d'objectifs ou de management de moyens, comment on fait. Alors peut-être les outils, puisqu'il y a quelqu'un qui pose cette question-là. Et puis ça a été dit à l'instant aussi, il y a une question qui a été posée, c'est au fond, dans le choix qu'on doit faire, charte ou accord d'entreprise, c'est quoi les éléments de ce choix-là? Voilà, je te passe la parole. Alors sur la première partie, comment dirais-je, il est évident que le travail à distance, le télétravail, crée une véritable révolution sur les pratiques managériales. Et que si on repart à l'origine, ce qui est la base du lien dans l'entreprise, c'est le contrat de travail. De quelle nature lie le salarié à l'entreprise?
et que un des éléments, il y a deux éléments qui me paraissent simples et essentiels à citer. Un, c'est la mise à disposition du salarié de son temps, de sa compétence, de ses capacités au profit de l'entreprise sur un laps de temps donné qui est contractuel. Ça, c'est la première des choses. Et puis ensuite, il y a la question de la présence physique du collaborateur au sein de l'entreprise pour réaliser le contrat de travail pour lequel il a été engagé. Et on voit bien que le travail à distance va considérablement bousculer les choses parce que le lien managérial, d'une part, va être distendu. Il va falloir inventer de nouveaux modes de fonctionnement. Et puis, le lien du collaborateur avec l'entreprise, avec la dynamique de l'entreprise, va elle aussi être lourdement impactée. Et que ça oblige à refonder non seulement un contrat de travail qui soit certes écrit avec un avenant pour des mises à disposition de temps en télétravail, mais également sur le plan des mécanismes de fonctionnement des liens. Parce que quand on a un collaborateur qui n'est pas là, c'est très différent d'un collaborateur qu'on est là, qu'on croise dans les couloirs, qu'on peut faire fonctionner. Et donc, inévitablement, le travail à distance impose nécessairement au management et à l'organisation de refonder tout cela. Ça, c'est le premier élément que je pouvais dire sur la question managériale. Il y aurait bien d'autres choses à établir et à évoquer, mais je ne vais pas être trop long parce que sinon je vais prendre trop d'espace-temps. Sur la deuxième partie que tu évoquais, Pascal, c'était davantage quel aspect? Tu peux me rappeler l'élément que tu as reposé en deuxième question? Accord ou charte? Ah, pardon, oui, accord ou charte. Alors, inévitablement, une charte, c'est quelque chose qui va être écrit au sein de l'entreprise et qui va permettre, avec un engagement, j'allais dire, volontaire de l'ensemble des collaborateurs, qui sera finalement un certain mode d'emploi, de fonctionnement. Et, comment dirais-je, c'est plutôt un certain nombre d'écrits de bien vivre en commun, en respectant évidemment les contraintes d'engagement contractuel et les contraintes qui pèsent sur l'entreprise en termes de production et de réalisation. Ça, c'est un élément. L'autre élément, eh bien, il est davantage juridique et il va engager davantage l'entreprise avec les délégués du personnel, avec le CSE. On est davantage dans quelque chose qui est plus lourd, j'allais dire plus structurant sur la forme, alors que la charte, c'est un élément qui va être plus, comment dirais-je, structurant sur le fond. C'est presque un engagement, la charte de bonnes intentions sur lequel on va se mettre d'accord pour fonctionner ensemble. Alors que un accord d'entreprise, là, c'est quelque chose qui est structuré, juridique, pour lequel on doit respecter un certain nombre de règles, qui doit être déposé au niveau des instances de l'inspection du travail. Enfin, c'est-à-dire qu'on a véritablement quelque chose qui est, j'allais presque dire, extra-entreprise et qui va répondre à des contraintes légales extrêmement précises du droit du travail. Alors que la charte, c'est véritablement un engagement du collectif humain qui dit, bien, on va respecter un certain nombre d'éléments de comportement qui va nous permettre de pouvoir mieux fonctionner ensemble. Merci, je vais peut-être reprendre la parole. Merci Denis. Je voulais en profiter, merci de ces explications, puis je vais juste sur le dernier point que tu as évoqué. Laurent Glade en a un petit peu parlé, et lui il a déjà fait une charte, il en est déjà à sa deuxième, enfin il l'a réactualisée. Je vous pose la question un petit peu à brûle pour point, Laurent, mais finalement, pourquoi une charte? Pourquoi vous n'avez pas été jusqu'à l'accord d'entreprise? Est-ce que vous en avez le projet? Comment vous voyez les choses? Je vous passe la parole. Oui, une charte, exactement pour les raisons que vient d'évoquer Denis préalablement. C'est exactement ça, pour la facilité de mise en place, facilité de modification, d'adaptation, puisque même avant le Covid, on était déjà à la première modification de la charte initiale. Là, on sera donc à la deuxième modification. Donc, c'est quelque chose qu'il est très facile à faire vivre, et donc quelque chose d'absolument agile et flexible.
Et pour vous répondre, non, on va rester sur la charte télétravail. Alors, excusez-moi, je n'avais pas mon micro. Il nous reste une petite demi-heure pour échanger. Et il y a un commentaire qui a été fait, enfin, d'abord qui souscrivait aux propos de Pascal Gauthier concernant évidemment les limites de la fibre. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille à distance, on n'est plus que jamais tributaire d'une infrastructure et de la qualité de cette infrastructure. Donc tout n'est pas possible toujours comme on le souhaite. Mais il y a peut-être un point, si Pascal Gauthier, on est d'accord, je lui repasserai bien la parole, parce qu'il y a un point qu'il a évoqué, mais d'autres, je pense que ce sera intéressant d'entendre aussi Laurent Glade sur ce sujet-là, c'est cette notion de différenciation. Pascal Gauthier l'a dit, finalement on ne peut pas traiter tous les collaborateurs de la même manière. Et je pense que ça fait partie, Benoît Palisson pourra peut-être en parler, mais je pense que ça peut faire partie des appréhensions des dirigeants d'entreprise. C'est-à-dire à un moment de se dire, mais attends, on va être obligé de faire à la carte, on va être obligé de traiter le cas d'un tel différemment d'un tel. Comment ça se gère? Alors ça peut être des personnes, mais ça peut être des tâches qui ne sont pas les mêmes. Il y a des tâches qui sont télétravaillables assez facilement. Par exemple, une des personnes qui a écrit un commentaire dit évidemment pour les fonctions support, ça marche bien. Pour d'autres fonctions, c'est moins facile. Et évidemment, ça induit des traitements différenciés des personnes. Et j'ai gardé en mémoire quand même le fait que les consignes de sécurité, par exemple, permettaient à des personnes dans des bureaux isolés de ne pas porter leur masque, alors que ceux qui étaient en open space devaient porter le masque, ce qui ressemble un peu à une double peine, en tout cas peut être ressenti comme ça. Alors Pascal Gauthier, si tu en es d'accord, je te repasse la parole pour que peut-être tu approfondisses comment vous avez abordé cette question. Est-ce que c'est par métier? Est-ce que c'est en fonction du positionnement des personnes? Comment vous avez vu cette différenciation entre différents collaborateurs? C'était très simple, ça s'est fait quasiment automatiquement, puisque c'était en fonction vraiment des métiers des agents. Quelqu'un qui est ce qu'on appelle chez nous éclusier, qui fait passer des péniches de 130 mètres de long sur la Moselle, et bien, il est dans son écluse, il est devant un pupitre, et ceci ne peut pas être fait encore à distance. À terme, ce sera possible, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tous les agents qui sont aussi sur le terrain pour intervenir, pour enlever des embâcles, pour gérer des prises d'eau, pour intervenir en cas de crue ou pour réparer un ouvrage, ce sont des personnes qui sont à l'extérieur, qui prennent leur travail dans ce qu'on appelle des centres de maintenance et d'intervention, et naturellement, par définition, ça ne peut pas se faire à distance. Donc les seules personnes qui ont pu télétravailler, c'était les personnes qui étaient en bureau. Alors, il se trouve que nous avons une obligation, c'est de fournir naturellement un téléphone et un ordinateur aux personnes qui doivent télétravailler. Pendant le confinement, nous n'avions pas équipé l'ensemble de notre personnel de portables et de téléphones. Donc, pour pallier ces difficultés, puisque là, on n'était pas sur du télétravail choisi, mais sur du télétravail imposé et de fait, nous avons autorisé les personnes à pouvoir prendre leurs ordinateurs du bureau pour l'emmener chez eux, parce que tout le monde n'avait pas un ordinateur de bureau, pour des raisons aussi de sécurité. Et puis nous avons certaines applications qui ne peuvent se faire que sur des logiciels qui sont au travail et qui ne sont pas naturellement installables sur des ordinateurs, par exemple, personnels. Donc ça s'est vraiment fait, la distinction a été faite entre personnel de bureau, tertiaire, et ceux qui étaient du personnel de terrain. Sachant que le personnel de terrain représente une forte proportion dans les agents que nous avons. Mais on le sent bien, ça a été très bien accepté, mais ça renforce cette distinction entre personnel de bureau et personnel de terrain. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à ta question, Pascal. Ton micro n'est pas branché. Tu as répondu. Peut-être qu'on pourra venir plus au fond sur la question du traitement différencié des gens.
mais comme je suis un petit peu les réflexions des uns et des autres, parce qu'on reviendra sur le sujet de la cohésion d'équipe, c'est-à-dire comment on fait pour ne pas perdre sur ce versant-là. Alors je suis quand même un petit peu les questions, et on voit bien que sur Charte, il y a encore des questions sur le rôle du CSE, et finalement le dialogue social, comment il se gère dans ce cadre-là. Surtout que vous avez les uns et les autres, Denis Eftre et Laurent Glade, précisé qu'une charte, voilà, c'était un accord moins rigide, que justement c'était plutôt un accord interne. Mais du coup, voilà, rôle du CSE, le dialogue social, comment ça se passe. Donc je pense que l'expérience de Laurent Glade est intéressante. Et puis à suivre aussi Benoît Palisson, puisqu'il l'a un peu évoqué, mais il suit l'Observatoire du dialogue social, donc de voir lui comment, depuis son point de vue, les remontées qu'il a sur ce sujet-là. Voilà, je passe la parole à Laurent Glade. Oui, effectivement, donc comme on a pu le voir précédemment, effectivement, la charte est beaucoup plus simple et beaucoup plus souple. Elle est plus soumise à négociation syndicale. Pour autant, je pense que ce serait une erreur de ne pas y associer les membres du CSE ou un groupe de travail en fonction évidemment des entreprises, des entités de chacune et chacun. À la rédaction de cette charte, pardon. Déjà parce que ça crée évidemment de la cohésion d'équipe, ça implique les gens, mais aussi vous fédérez autour de ce projet qui est quand même en général plutôt très très bien accueilli au sein des entreprises. Et ben là pour le coup c'est vraiment l'occasion de fédérer les gens autour de ça, autour de quelque chose qui est perçu comme un plus. Je ne sais pas si Benoît tu voulais ajouter quelque chose. Benoît Palisson, je passe la parole. Oui. Je vais ajouter juste un point parce que je pense que Laurent a bien insisté sur le fait d'impliquer les salariés. J'en avais parlé tout à l'heure parce que ce soit un accord ou une charte, il faut impliquer les salariés déjà pour embarquer tout le monde et puis essayer d'éviter le phénomène de pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre. Donc on doit être dans la pédagogie dans le cadre de cette discussion. Maintenant, par rapport à un accord, peut-être même une charte, ça c'est une question, je n'ai pas la réponse. Mais par contre, la question qui nous taraude en ce moment, c'est quand on fait un accord ou une charte, c'est on accorde une possibilité de télétravail sur certaines tâches, voire certains postes, sauf qu'on l'associe toujours à une personne. Le problème, c'est que cette personne peut quitter l'entreprise. C'est la vie des entreprises. Qu'est-ce qui se passe quand on a fait un accord ou qu'on a signé une charte et puis qu'on change de salarié, en sachant qu'on l'a dit, il y a un rapport de confiance qui doit s'installer. Là, on part avec un nouveau salarié, ça veut dire qu'on reconstruit un travail de confiance. Pour autant, on a signé cette charte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on revient en arrière pour cette personne? Mais là, c'est quand même pas prévu dans le dispositif. Donc ça, c'est des questions. Alors, la charte, on peut essayer de travailler là-dessus, mais si on a signé un accord, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, j'ai interrogé les juristes, j'attends une réponse là-dessus. J'ai pas encore quelque chose de très clair comme réponse. Après, pour répondre comment on travaille sur, enfin, quel est le point de vue de l'observatoire du dialogue social sur le télétravail, j'ai envie de dire pour l'instant pas grand-chose, parce qu'on n'a pas beaucoup de remontées. Mais on va y travailler parce que c'est toutes les questions qu'on se pose là, et toutes les précautions qui ont été évoquées par ceux qui l'ont mis en place, elles vont se poser de façon importante dans les semaines et voire les mois à venir. Voilà, donc j'ai malheureusement pas de scoop par rapport à l'observatoire. On espère qu'on sera saisi quand les remontées seront là et on en fera part. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est encore un point d'interrogation, d'où l'importance des échanges qu'on peut avoir comme celui de ce soir. Merci, donc à la fois à Laurent et Benoît Palisson là, du MEDEF sur cette remontée. Alors évidemment, et du coup l'expérience qu'on mène, et si derrière on peut mener des ateliers, alors qu'on espère en présentiel, et plutôt en petits groupes de travail, je pense que ça pourra nourrir cette question sur le dialogue social. Je vais repasser la parole à Denis Eftre parce qu'il souhaitait lui aussi compléter sur ce sujet-là, mais simplement vous dire que moi, on a vu passer une question là. Quelqu'un qui dit, mais au fond, combien de jours par semaine? Et c'est vrai que c'est un petit peu la question récurrente. Combien de jours par semaine? Je ne sais pas, et alors là, je vous pose la question. Alors, Denis Efs, qui est le président d'ADH, pourrait commencer à répondre lui-même. Mais est-ce que c'est finalement
la bonne entrée en matière? Est-ce qu'il faut que ces jours soient flottants? Comment ça se passe? C'est-à-dire, quel est le degré de liberté? Fatalement, dès qu'on ouvre cette boîte-là, ça soulève beaucoup de questions. Et donc, je me demande, j'en profite là pour moi aussi vous poser des questions. Je me demande si, évidemment, il y a eu la pression de la crise, mais si ça passe pas nécessairement par un examen un petit peu collectif, ou en tout cas du dirigeant, sur l'organisation de travail actuelle, l'organisation de l'entreprise, les métiers, pour, je dirais, cadrer le débat en interne. C'est pas seulement une relation individuelle en disant combien de jours par semaine, mais c'est bien comment réorganiser la structure. Et là, ça corrobore complètement les propos de Denis Eftre et de Laurent Glade tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on ouvre cette question-là, on est vraiment sur une question organisationnelle de l'entreprise et pas simplement le confort de tel ou tel collaborateur ou simplement faire face à telle ou telle situation. Denis Eftre, si tu peux commencer, toi, à réagir plutôt qu'à répondre, mais au moins à réagir à cette question. Oui, je crois que c'est la question que tu poses est vraiment le cœur du réacteur de la question de l'équilibre entre travail présentiel et télétravail. Et que, inévitablement, on voit bien que globalement, ce qui nous arrive là va nous pousser à totalement, comment dirais-je, transformer notre rapport au travail, notre rapport à la hiérarchie, et d'aller vers comment dirais-je, une prise en compte de la responsabilisation de chacun dans une organisation. Et on sait par expérience qu'au sein d'une entreprise, vous prenez 10 collaborateurs, vous en avez 2 qui seront totalement en capacité à gérer une dose non négligeable de télétravail 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine, et puis vous avez des collaborateurs qui ne pourront pas s'inscrire dans cette logique-là et pour qui 1 jour par semaine sera déjà très important et très lourd à porter. Ça, je pense que on est vraiment dans quelque chose qui est totalement nouveau et dans laquelle il faut arriver à remettre, comment dirais-je, des moyens d'autorégulation où chacun trouve son équilibre par rapport à la question de la liberté et de l'autonomie. Et c'est pas, les êtres humains ne sont profondément pas égaux sur cette thématique. Et qu'il y a des personnes qui ont besoin de s'inscrire dans une activité qui est très organisée, très structurante, et puis vous avez des gens qui sont auto-structurants et qui sont capables de faire vivre un contrat en direct, et avec beaucoup plus de souplesse. Donc je pense que là, on rentre dans une étape que je qualifierais, moi, d'apprentissage collectif, et pour lequel il faut absolument pas oublier que l'objectif n'est pas la liberté totale des différents acteurs de l'entreprise, mais de ne pas oublier que l'entreprise a un objectif de résultat, d'efficience, de productivité, et que inévitablement il va falloir recréer un cadre juridique d'équilibre entre l'organisation et les contraintes de ses clients et la capacité d'autonomie et de liberté que les collaborateurs ont finalement commencé à goûter avec délice, mais pour lequel c'est pas si simple. Et quand je dis goûter avec délice, pour un certain nombre de collaborateurs, ça s'est retourné au bout d'un certain temps où ils ont souhaité revenir dans l'organisation parce que trop paumés. Donc on voit bien que on va être dans une phase de découverte d'un monde nouveau dans laquelle il va falloir que chacun mesure le degré d'autonomie qu'il est capable de supporter et pour l'organisation, le degré d'autonomie qu'il est capable de lâcher. Merci Denis, je pense que c'est important ce que tu as dit sur l'apprentissage, parce que on a beaucoup parlé de prendre des précautions, bon, ça peut faire un petit peu peur, évidemment c'est une question qui se réfléchit, mais on est bien dans une notion d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il faut y rentrer et je pense qu'on y rentrera. Je rappelle que, évidemment, comme tu le disais, certains collaborateurs ont pu prendre goût rester chez soi, mais je lisais, puisqu'il y a eu beaucoup de littérature, je pense que les uns et les autres ici en ont lu, on se rend compte que, moi je trouvais cette analyse assez édifiante, à savoir qu'un collaborateur en télétravail est souvent un travailleur qui est bien dans ses pompes et qui est très productif. Sauf que le jour où il commence un petit peu à décrocher, en général ça décroche beaucoup plus vite et ça se passe mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette communauté humaine, qui est quand même une entreprise, il ne faut pas l'oublier, qui est une communauté sociale, une communauté humaine, et qui peut justement l'aider à prévenir ces difficultés. Alors,
sur cette question que vous avez évoquée les uns les autres, je voudrais passer la parole à Laurent Glade, parce que dans les échanges qu'on avait eus en amont, d'une part, il a justement des collaborateurs qui font un travail qui peut être même lourd psychologiquement et qui ont besoin, enfin il a une terminologie là-dessus de partager, donc ça c'est intéressant. Et puis également parce que finalement on ne passe pas totalement en distanciel, il y a du présentiel et du distanciel. Donc comment on jongle, ça veut dire qu'on a deux modalités de travail avec lesquelles on doit jongler. Je vous laisse la parole, Laurent. Oui, en effet, pour expliquer un petit peu plus ce que vient de dire Pascal, nous, nos collaborateurs, collaboratrices sont composés pour, en grande majorité, en immense majorité, d'assistantes sociales. Donc, c'est effectivement une profession qui, par le cœur de métier, hein, les travailleurs sociaux, en règle générale, s'inscrivent beaucoup dans l'échange. C'est quelque chose qui vraiment fait partie de ce métier, l'échange de pratiques, la décharge émotionnelle même avec ses collègues, même si évidemment il y a des dispositifs hein, qui existent, qui sont prévus et spécifiques pour ça. Mais voilà, c'était un petit peu pour résumer la chose, expliquer la chose. Donc effectivement, nous, on a quand même la particularité d'avoir des gens qui, lorsqu'elles travaillent, vont faire des permanences en entreprise. Et effectivement, alterner le télétravail pour les temps plutôt de suivi, les temps plutôt administratifs et les temps dits opérationnels en entreprise chez nous, ça nous permet quand même d'éviter que pour des salariés, même qui seraient 100% en télétravail, il y ait un risque d'isolement fort, puisque par leur cœur de métier, il continuera à rencontrer les salariés qu'ils accompagnent, les DRH, des entreprises où ils vont, etc. Effectivement, c'est pas quelque chose qui, pour notre métier, serait vraiment top. Hein. On peut pas se permettre dans nos professions d'avoir des gens qui n'échangent pas entre elles, entre eux, puisque, voilà, comme je viens de vous le dire, c'est vraiment le cœur de métier. Est-ce que j'ai répondu vraiment, Pascal, à votre interrogation? Là, j'ai l'impression de m'être un peu éloigné. Non, vous avez parlé bien de l'entreprise. Non, c'est comment les collaborateurs. Alors c'est dommage, nous n'avons pas Madame Brusque en direct, hein, parce que c'était comment eux ils apprennent aussi à jongler, parce que Denis parlait d'apprentissage entre du présentiel, du distanciel, du présentiel et du distanciel. Donc c'était simplement ce point-là, mais je pense que les éléments que vous avez évoqués sont utiles. Et permettre d'avoir les réponses. Moi, je voudrais réinterroger Pascal Gauthier, parce qu'il a fait son intervention. Je voudrais quand même rappeler que, encore une fois, le travail, c'est pas forcément une demande du collaborateur simplement pour son bien-être. Ça peut être, et Denis F l'a rappelé, un souci d'efficacité pour l'entreprise. Je rappelle que le travail à distance, c'est pas seulement entre les collaborateurs et le dirigeant, c'est aussi avec les partenaires. C'est-à-dire, on a de plus en plus. Et moi, je pense que les uns et les autres, Pascal Gauthier disait tout à l'heure, finalement, on s'est rendu compte qu'on avait des réunions en visioconférence qui se passaient très bien. Moi, je voudrais moi aussi apporter un simple témoignage, c'est que d'une part, quand il y a des réunions en visioconférence, j'ai le sentiment que ça a imposé une sorte de discipline de prise des paroles qui parfois s'est avérée très efficace. En revanche, et c'est là que ça redonne du poids au présentiel, en revanche, on n'a pas pu avoir les apartés qu'on a parfois. Quand on se voit dans une réunion, il y a tout ce qui se passe avant et tout ce qui se passe après la réunion. Et j'imagine que Pascal Gauthier, pour Voies Navigables de France, quand il rassemble ses équipes, évidemment, il y a tout l'ordre du jour de la réunion, mais il y a l'occasion pour lui de voir certains de ses collaborateurs et d'avoir des échanges là-dessus. Donc je pense que ce serait intéressant, Pascal, que tu reprennes la parole pour nous dire, de ton point de vue, enfin tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, mais comment vous gérez ça et en quoi finalement il y a des évolutions qui vont être pérennes à VNF, parce qu'elles correspondent bien à un nouveau mode de fonctionnement et elles ne sont pas simplement des réponses à une crise ou à des consignes de sécurité. Alors déjà, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que quand nous organisons des visioconférences, c'est soit tout le monde est en distanciel, soit tout le monde est en présentiel. C'est-à-dire que quand nous mélangions l'un et l'autre, il y avait un petit noyau qui profitait d'une proximité, d'échange, de discussion pendant que quelqu'un, par exemple, parlait. Et ceux qui étaient en distanciel avaient l'impression de manquer quelque chose. Donc, on a une règle aujourd'hui, c'est, sauf exception parce que quelqu'un a une difficulté et tout, mais c'est tout le monde en présentiel ou tout le monde en distanciel.
Ensuite, nous avons par exemple pour les comités de direction que j'organise, on se voyait une fois par mois. C'était pas beaucoup une fois par mois, mais vu la distance pour les collègues, pour certains en tout cas, c'était quelque chose qui était assez lourd. Donc, nous avons décidé de faire des CODIR dans des comités de direction tous les 15 jours, mais 2 sur 3 sont en distanciel et uniquement un comité de direction tous les 6 semaines est en présentiel. Le présentiel est encore une fois nécessaire parce qu'il faut que les gens aient des réflexes, qu'ils nouent des liens avec leurs collègues, et on n'arrive pas à le faire de la même manière qu'en s'étant distanciel. Vis-à-vis des partenaires extérieurs, ça dépend toujours si c'est une première réunion ou pas. Mais quand on veut faire connaissance avec quelqu'un, ça se fait quand même beaucoup plus difficilement en distanciel qu'en présentiel. Après, il y a aussi les compatibilités de logiciels. Si on veut faire une visioconférence avec des préfets, c'est le système du ministère de l'Intérieur. C'est simple, il faut aller dans une préfecture pour pouvoir faire une visioconférence. Donc, si on dit, est-ce que vous utilisez Zoom, est-ce que vous utilisez Teams ou d'autres outils, ça ne marche pas. Donc, mais on s'est rendu compte, par exemple, que beaucoup de réunions de suivi peuvent se faire en distanciel, alors qu'on avait le réflexe plutôt du présentiel auparavant. Donc, ça modifie quand même sensiblement notre manière de faire. Quand nous avions, par exemple, ce qu'on appelle, nous, des balayages pour régulièrement voir avec un collaborateur où on en est sur les dossiers, ça, on le faisait déjà en distanciel, parce qu'on n'allait pas faire venir quelqu'un de Charleville-Mézières, je prends toujours celui qui est le plus loin, pour une heure de discussion. Moi, j'avais été assez frappé en arrivant dans mon poste de voir le nombre de déplacements qu'il y avait. Donc, on a beaucoup utilisé avant la crise sanitaire cette possibilité que nous avons de pouvoir faire des visioconférences où on a quand même le lien. Il ne faut jamais oublier une chose, c'est que quand on s'exprime, il n'y a que 7-8% du message qui passe par les mots. Le reste, c'est que de l'intonation, de mémoire 37-38% et 55% pour la gestuelle. Donc, quand on a quelqu'un uniquement au téléphone, on entend bien les mots, on entend l'intonation, mais c'est quand même atténué. Donc, on a plus de la moitié du message qui passe pas. Donc, la visioconférence, c'est quand même très intéressant et pour pouvoir justement faire faire passer des messages. Alors attention, le télétravail, ce n'est pas que de la visioconférence. J'ai mis beaucoup l'accent là-dessus parce qu'il se trouve que j'ai passé ma journée en visioconférence, donc je n'ai pensé qu'à ça. Mais il ne faut pas oublier qu'une bonne partie du temps, c'est quand même aussi traiter des choses sur son poste de travail. Donc ça nécessite aussi à ce qu'il y ait des règles aussi de partage ou de limite entre la sphère privée et la sphère professionnelle. C'est que beaucoup d'agents nous ont dit, oui mais la difficulté que nous avons, c'est que d'un coup, la frontière entre travail et vie privée a été beaucoup plus estompée, et donc je dois faire attention à ce que je mette bien des limites. Mais où je te rejoins, quand on regarde l'efficacité de nos collaborateurs, globalement, elle n'est pas moins bonne, elle est même parfois meilleure, parce que les gens disent je peux mieux m'organiser. J'ai pas la fatigue du transport pour ceux qui sont loin, mais c'est d'autant plus facile quand les gens sont des gens très autonomes. Certaines personnes qui sont plus, et n'y voyez pas de propos péjoratifs, des exécutants, qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin d'une présence, c'est un peu plus déroutant. C'est un peu comme les lycéens qui arrivent à l'université où on leur demande beaucoup d'autonomie. Certains sont complètement désorientés parce qu'ils ont besoin d'un encadrement plus fort. Donc, on voit bien que avant de mettre ça en place, il faut quand même bien réfléchir aux conséquences. Ça a beaucoup d'avantages, mais ça modifie, on l'a dit, le contrat de travail, ça modifie complètement notre manière d'être et de se comporter. Donc ceci ne doit pas être, je dirais, sous-estimé et bien regardé. Alors pas forcément
comme on le fait souvent en France, on essaie de tout voir avant et puis après on dira comment on peut le mettre. La crise sanitaire a fait que nous avons été obligés de nous y plonger beaucoup plus, et c'est plus les retours d'expérience que nous essayons d'en tirer qui nous permettra de progresser et de voir comment nous pouvons l'utiliser au mieux. Merci beaucoup Pascal. Peut-être tant que tu as la parole, parce qu'il y a eu une question précise, parce que tu as soulevé plusieurs points et comme on arrive un petit peu à la fin de notre temps, je vais les reprendre. Il y aurait plein d'autres choses aussi plein d'autres sujets qu'on pourrait aborder. Et je vous repasserai la parole à tous pour un tour de piste. Mais il y a eu une question précise sur le reporting. Est-ce que toi, ça t'a amené à changer un peu tes méthodes sur le reporting des collaborateurs? Est-ce qu'il y a des reportings, je sais pas, écrits, plus réguliers? Est-ce qu'il y a des fiches? Est-ce que ça a changé quelque chose concrètement chez vous sur le reporting des collaborateurs, le fait que tu aies peut-être une proximité moins grande? Ça nécessite d'être en contact avec ses proches collaborateurs très régulièrement. C'est-à-dire le reporting n'est pas forcément un reporting écrit ou pas plus qu'avant, mais ça nécessite de prendre, surtout si, comme pendant le confinement, il y a eu une période extrêmement longue, c'est prendre des nouvelles de ces collaborateurs extrêmement rapidement, montrer qu'on s'intéresse à eux et que leur production nous intéresse. Ça, c'est absolument essentiel. Mais en effet, le reporting ne doit surtout pas être oublié. Télétravail, ça veut bien dire qu'il y a du travail. Donc, il doit y avoir du contrôle, dans le bon sens du terme. Il doit y avoir un retour sur ce qui a été fait, qu'il soit positif ou négatif. Mais il n'y aurait rien de pire que la personne qui serait en télétravail et qui a l'impression qu'elle est oubliée par la structure et surtout par son supérieur hiérarchique ou par les collègues, parce que quand on est dans un mode de management par mode projet, il faut vraiment garder ce lien. Donc ce lien, il passe par des coups de fil, par des visios, par des mails, mais en effet, encore plus quand c'est à distance, il y a ce besoin de garder le lien sous différentes formes. Bien, je te remercie. D'ailleurs, je trouve ça plutôt rassurant. Ça prouve qu'il y a quand même une demande toujours d'humain, de contact direct, hein. Alors même via le téléphone ou la visioconférence, mais il y a besoin de ce contact et tu as très judicieusement rappelé quand même tout ce qu'on perdait, voilà, la voix, les intonations, toute notre communication non verbale, hein, notre gestuelle, qui sont des éléments importants. Comme on arrive un petit peu au terme, hein, on est presque à 19h30, il y a des sujets qui n'ont pas été évoqués, je vais certainement pas tous les reprendre, il y a eu des interventions. Je vais juste les soulever et puis je vais vous proposer de refaire un petit tour de piste, de vous redonner la parole à chacun. Comme ça, vous pourrez prendre dans les sujets que je vais évoquer ou d'autres que j'oublierai. Je vais vous demander d'être assez bref pour que tout le monde puisse parler. Puis on terminera par Benoît Palisson et moi je finirai. A été évoqué d'ailleurs sur le chat, il y a quelqu'un qui en avait parlé, c'est la question de la sécurité des données, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait circuler des données dans tous les sens, nous sommes tous dans les entreprises, enfin, tous les gens qui gèrent des données soumis à ce qu'on appelle la RGPD, donc la gestion de ces données. Et évidemment, Pascal Gauthier en a parlé aussi, la sécurité informatique, hein, toutes les structures ne peuvent pas donner des ordinateurs à chacun de leurs collaborateurs. On a découvert aussi le mot VPN qui permettait à chaque collaborateur à distance d'avoir accès à son réseau. On a fait connaissance avec tout ça. Donc la question de la sécurité était importante. Laurent Glade l'a évoqué, les questions sur l'immobilier. Alors sur plusieurs points. D'abord parce qu'on a tous eu une littérature comme quoi c'était formidable, les entreprises n'avaient plus besoin d'immobilier, youpla boum. On sait combien tout ça a été excessif. Néanmoins, on peut imaginer qu'il va quand même y avoir des petites choses qui changent. C'est vrai que pour une entreprise, avoir des bureaux qui sont vides 50% du temps, c'est quand même pas tout à fait rationnel. Comment voir cela? Est-ce que ça va se traduire par une baisse de leurs besoins immobiliers? Est-ce que ça va se traduire par des entreprises qui, dans une sorte de bourse d'échange, diront moi j'ai des bureaux qui peuvent être disponibles 2 jours par semaine et qui peuvent peut-être intéresser. Vous savez que ça peut rencontrer des demandes, notamment de start-up, notamment d'entreprises ou de gens qui recherchent comme ça de l'hébergement simple ou rapide. Donc ça peut rejoindre une demande de ce type. Et puis, le travail à distance, c'est pas forcément du travail à domicile. Il y a ce qui se répand aussi, ce sont les tiers-lieux. Tout à l'heure, Pascal Gauthier a évoqué
des collaborateurs qui sont un petit peu embarrassés de cette connexion qui s'est opérée entre leur vie professionnelle et leur vie intime. Moi, j'ai des collaborateurs qui m'ont dit, mais moi, pour moi, je refuse d'avoir le travail à la maison. Parce que justement, quand je rentre chez moi, je ne veux plus avoir à m'occuper de travail. Et pourtant, ils peuvent avoir intérêt à dire, mais par contre, ça m'intéresse de travailler à 3 km de chez moi plutôt que d'avoir à en faire 30 ou 60 pour venir là. Donc ça veut dire que la question des tiers-lieux, elle est importante. Le syndicat mixte du SCOT, donc, qui est une institution qui réunit les 13 intercommunalités du sud de la Meurthe-et-Moselle, a fait une étude sur les tiers-lieux qui sont disponibles. De plus en plus de collectivités offrent cette possibilité. Donc, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va s'accélérer, et de même un petit peu à l'image du covoiturage ou autre qu'on va faire. Et puis l'autre point que je voulais évoquer, parce qu'on l'a peu évoqué, c'est l'influence sur les services publics et l'aménagement des espaces publics. Il y a là des personnes qui travaillent sur des zones d'activité. On n'a pas pu avoir Dominique Sacco qui préside une association d'une zone d'activité, mais Denis Eftre a également ce mandat-là sur Brabois. On sait que l'aménagement des zones, depuis 10 ans, c'est les collaborateurs demandent d'avoir de plus en plus de services présents, et puis de plus en plus, ils mangent sur place. Et vous l'avez entendu comme moi, quand à Paris, on reconseille de nouveau le télétravail, bah vous avez les restaurateurs qui disent bah attendez, si tout le monde se met à télétravailler, moi je vis en grande partie par des repas qui s'opèrent le midi quasiment sur le lieu de travail. Donc quelles sont les conséquences? Bon. Et on sait aussi que les transports en commun sont très liés, évidemment, aux arrivées massives pendant les heures de pointe. Et même si le travail à distance ne représente qu'une part faible, ça peut avoir une influence sur le service public, ça peut permettre d'éroder un peu ces heures de pointe qui sont les heures les plus problématiques pour les uns et les autres quand on a à prendre les transports en commun. Donc vous le voyez, on a encore plein de sujets à aborder, d'où l'intérêt de ces ateliers qu'on veut proposer à des dirigeants. Peut-être pour clore et vous redonner la parole les uns après les autres, alors en vous demandant s'il vous plaît, de ne pas être trop long, mais choisissez un petit peu les points que vous avez envie d'évoquer. Est-ce que, Denis Eftre, je peux te passer la parole en premier? On commence par toi, et puis après, je la repasserai à Laurent Glade, puis à Pascal Gauthier, puis je laisserai Benoît Palisson dire quelques mots aussi à la fin. Je te laisse la parole, Denis. Je vais la faire extrêmement courte. Je pense qu'il faut que nous ayons l'humilité d'accepter que nous rentrons dans une période d'apprentissage où les points de repère et les calages se feront au fil de l'eau en fonction des réactions des acteurs au sein des organisations et en fonction de la manière dont les organisations vont s'adapter dans le monde économique dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec un niveau de très haute incertitude et pour lequel il va falloir de manière inévitable, de manière régulière, passer par des étapes de réajustement et de calage. Et deuxième point, je m'arrêterai là, ne pas oublier et ne pas perdre de vue que le mode de fonctionnement et l'organisation doivent être au service de la performance de l'entreprise, en priorité, en faisant en sorte que l'équilibre avec les collaborateurs se fasse, mais ne pas oublier qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est l'efficience, la priorité et la survie de nos organisations, où rien n'est pour moi acquis. Nous sommes en situation de grande tempête et je pense qu'on n'est pas au bout de cette période-là. C'est important ce que tu viens de dire, hein, puisque l'atelier qui a été fait là n'est pas ni pour répondre à l'obligation d'une crise sanitaire, ni un sujet, je dirais, un petit peu fantaisiste en période de tempête. C'est justement de considérer que dans cette période de tempête, il faut vite que nous nous intéressions à ce sujet-là et que nous voyons en quelle mesure il peut nous aider. Merci Denis d'avoir rappelé ça. Laurent, je vous passe la parole. Oui, effectivement, extrêmement important ce que vient de dire Denis Eftre, que, in fine, les dispositifs qui sont mis en place pour l'organisation de travail, quel qu'il soit, c'est pour être au service de la performance de l'entreprise. Effectivement, moi, ce que je retiendrai, c'est comme tout le monde, hein, un constat d'humilité. Benoît Palisson disait tout à l'heure, on fait un pas de côté et on regarde. Et c'est absolument ça. Et je termine en disant que je trouvais la remarque donc de Bertrand, je vais me permettre de l'appeler par son prénom puisque c'est comme ça qu'il est identifié sur le chat, assez pertinente, qui disait que le télétravail pouvait avoir des effets sur l'organisation du territoire et des impacts sur les tissus économiques qui doivent être regardés avec attention. Effectivement, je trouve que ça résume bien la chose. Voilà. Je vous remercie en tout cas
votre invitation et puis pour votre attention. Merci Laurent, vous avez raison. Et donc Bertrand sur le chat, d'ailleurs, nous sommes évidemment en relation avec les collectivités, avec la métropole et d'autres collectivités, pour que les travaux que nous mènerons puissent leur être retournés et qu'elles puissent voir également les conséquences. Pascal, je te passe la parole. Alors je vais faire une conclusion sur un retour d'expérience que j'ai eu dans un poste précédent, où j'étais en poste à Berlin. Et en l'occurrence, je travaillais à l'ambassade de France à Berlin pour la direction générale du Trésor, où j'ai vu une expérience de travail à distance que je n'avais pas du tout imaginé, extrêmement performante, parce que conçue avec beaucoup de sécurité et avec une technique qui était sans faille, c'est-à-dire avec un service, par exemple, de dépannage qui était de 23 heures sur 24. Alors pourquoi 23 heures sur 24? Parce que il y avait un fuseau horaire où il n'y avait personne, je ne sais plus, je crois que c'était entre 4 heures et 5 heures du matin, mais je me suis retrouvé un jour, voilà, visite pour pas la citer, d'Elisabeth Borne à Francfort, un problème à minuit. Eh bien, j'ai appelé, paf, quelqu'un m'a dépanné, il était au Panama. La fois d'après, c'était quelqu'un qui était en Afrique du Sud ou une fois à Tokyo, et un service qui était parfait. Donc, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait aucun problème sur l'infrastructure et sur le service de dépannage. Et quand c'est le cas, à ce moment-là, tout le monde voit que on peut l'utiliser de manière extrêmement efficace. Et c'est vrai que j'avais eu un peu d'appréhension au début en me disant mais qu'est-ce qui se passe si j'ai un problème alors que je suis à 1000 km pratiquement de la capitale et que je n'aurais que mon téléphone et mon ordinateur? Eh bien non, ça fonctionnait. Donc il faut que la tendance elle suive. Ça, c'est extrêmement important. Merci Pascal. Alors ça a été redit d'ailleurs par une des personnes qui a participé, qui l'a écrit. Les infrastructures, le suivi, c'est extrêmement important. D'ailleurs, on a bien vu que pendant la crise, les prestataires avaient fait des progrès énormes en accéléré. C'est pas seulement l'apprentissage qui progresse, c'est aussi l'offre de services, mais aussi les infrastructures. Et ça, c'est de l'aménagement du territoire également, l'aménagement du territoire qui est essentiel. Benoît, je te passe la parole puisque le MEDEF est évidemment partenaire sur ces initiatives. J'évoquerai après toi très concrètement comment des dirigeants ou des personnes qui souhaitent poursuivre doivent nous faire part de leur envie. Mais je te laisse toi aussi dire 2 mots sur l'enjeu de ce travail. Alors, conclusion serait compliquée parce qu'il s'est dit beaucoup de choses. Je vais quand même me permettre de réagir sur l'exemple du Panama. Parce que ça évoque un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est les risques de délocalisation des services quand même. Bon, on ne va pas repartir sur un débat, on n'a pas le temps, mais je fais juste une aparté par rapport à ça, parce que nous, on se préoccupe quand même d'un phénomène qui est plus près que le Panama, c'est le Luxembourg. À partir du moment où le télétravail, ils se sont saisis très très vite de l'opportunité, ils développent le télétravail. Ils sont en train de, bon, peut-être qu'ils ne les résoudront pas complètement, mais en tout cas, c'est une piste pour résoudre les problèmes d'embouteillage pour travailler au Luxembourg. Donc, ce qui nous sauvait, entre guillemets, quelque part, puisque ça freine certains salariés transfrontaliers au bout de quelques temps de se dire je vais pas passer 3 heures dans les transports. Si en plus on leur offre des tiers-lieux près de chez lui pour travailler avec un salaire nettement supérieur, on va commencer à avoir un gros souci. Voilà, bon, c'était juste une aparté. Après, sur la forme de conclusion, je crois que le mot-clé, il a été prononcé par Denis F, c'est apprentissage, on ne reviendra pas là-dessus. Simplement pour insister qu'on rentre dans une zone où effectivement le chef d'entreprise et les organisations doivent rentrer dans une phase d'apprentissage. Quand on dit apprentissage, pour moi, ce qui est intéressant, ça veut dire qu'il faut faire peut-être du collectif ou rentrer en mode réflexion apprenante. C'est pour ça que je te laisserai, Pascal, expliquer après la manifestation d'intérêt et tout ce qu'on pourrait mettre en place pour réfléchir de façon collective avec les chefs d'entreprise.
Je prends les 3 exemples. Il y a eu des questions sur le chat, tu l'as dit Pascal, sur la RGPD. Il y a eu des questions sur les modalités de reporting, des questions sur charte ou accord, qu'est-ce que je dois faire. Ce sont des questions à la fois d'organisation ou des questions plus simples à répondre. C'est pour ça que le collectif va être important. Moi, le seul message, c'est celui que je donnais au démarrage, c'est de dire il faut faire un pas de côté, comme le rappelait Laurent, pour se saisir de la question et pour que le télétravail ne soit pas un problème, mais bien une opportunité. Et puis pour effectivement qu'on n'oublie pas que c'est au service de la productivité de l'entreprise. Donc, faisant un pas de côté, on peut le faire à plusieurs parce que les questions qui ont été mises sur le chat apportent des réponses soit simples, soit compliquées et surtout adaptées à chaque situation de salarié et d'entreprise. Voilà, donc il y a discussion à avoir, il y a réflexion à avoir et puis après, négociation éventuellement en interne avec les salariés. Bien, bah écoutez, je reprends la parole évidemment pour remercier tous les gens qui nous ont suivis. Hein. Il y a un peu plus de 50 personnes qui ont suivi ce webinaire. Évidemment, remercier les intervenants qui sont là ce soir. Donc, Bruno Palisson, le délégué général du MEDEF Meurthe-et-Moselle, Laurent Glac, qui est le directeur de l'entreprise IES à Maxéville, Denis F, le président d'ADH, qui lui est basé sur le Technopole de Brabois, et puis Pascal Gauthier, qui est le directeur régional de Voies navigables de France. Je remercie aussi, même si pour des petits problèmes de connexion, ils n'ont pas pu intervenir de vive voix, mais Madame Brusque, qui est enseignant-chercheur sur ces questions de communication au sein de l'entreprise, et puis Dominique Sacco, qui est le président de l'association des entreprises de Rive-de-Meurthe. Simplement vous dire aujourd'hui que ça, c'était une mise en bouche. J'espère qu'elle vous a intéressé. J'imagine qu'elle vous a montré l'ampleur du sujet. J'insiste sur le fait que si nous avons démarré sur ce thème dans le cadre d'un programme de relance, c'est ni pour répondre simplement aux consignes de sécurité nécessaires en période de crise sanitaire, ni pour simplement évoquer un sujet qui serait purement prospectif, mais bien pour faire de cette question-là, de cette question organisationnelle, et pour aller même, comme l'a dit Laurent Glade, jusqu'à la question de la responsabilité du RSE, la responsabilité sociale des entreprises, sociétale des entreprises, nous pensons vraiment que ça peut être un sujet à aborder pour accélérer la modernisation de l'entreprise. Mais évidemment, il faut y consacrer du temps. Et on l'a dit, peut-être que j'en ai peut-être pas assez souligné, évidemment, entre une petite, une grande entreprise, une entreprise qui travaille à l'export et une entreprise qui travaille que régionalement, évidemment, tous les cas de figure sont différents. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons des ateliers collectifs, donc en petits groupes de travail. Peut-être qu'il y aura de temps en temps besoin de le faire en distanciel, mais on essaiera au contraire de privilégier le présentiel pour que vous puissiez partager avec d'autres dirigeants d'entreprise. Nous animons ces ateliers et évidemment, nous serons là pour aller à la recherche des réponses à toutes les préoccupations que vous avez et toutes les questions que vous vous poserez, mais plutôt en faisant du sur-mesure. Alors, si vous êtes intéressé par cette démarche, vous pourrez vous adresser à nous en nous faisant part de votre intérêt sur l'adresse électronique qui est affichée, et sur le chat, oui, c'est ça, qui s'est affiché echo@scalen. Donc voilà, elle est affichée là, et nous la renverrons évidemment à toutes les personnes qui étaient inscrites. On vous relancera sur ce sujet-là. Inscrivez-vous et nous vous recontacterons pour organiser ces groupes de travail. Et puis je vous rappelle que c'était le premier webinaire que nous avions organisé. Nous aurons jeudi 15 octobre un webinaire qui sera organisé sur la supply chain et la relocalisation, comment repenser son sourcing stratégique. Benoît Palisson a un petit peu fait la transition parce qu'il a évoqué le fait que justement, il fallait éviter quand même l'évasion qui pouvait être consécutive au travail à distance. Ben, au contraire, là, on sera dans une thématique qui a été beaucoup évoquée durant la crise et que la crise a mis en exergue. C'est les chaînes d'approvisionnement, les chaînes commerciales, la supply chain, comme on dit parfois, et comment elles peuvent être plus locales qu'elles ne l'étaient, à la fois pour une plus grande robustesse des entreprises et puis aussi pour un meilleur bénéfice sur nos territoires. Voilà, je vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lors du prochain webinaire de Scalen. À très bientôt.